Au cours de ces dernières années, quelque chose a profondément changé dans notre rapport au travail. On a vu monter le quiet quitting, la lassitude, les départs silencieux. On a vu les entreprises multiplier les outils de pilotage, les KPI, les OKR, les dashboards, comme si mesurer plus finement pouvait remplacer la motivation elle-même. Et en même temps, on a vu des organisations produire toujours plus de contrôle pour finalement récolter moins de confiance. Et ce paradoxe, on le sent partout. On n'est pas seulement face à un problème de charge ou d'organisation, on est face à un modèle qui s'essouffle. Et je le vois au quotidien, moi, je vois des gens brillants qui perdent l'appétit du travail qu'ils aiment. Pas à cause du travail en lui-même, mais du système qui les encadre. Et j'ai cette impression étrange que nous sommes à la fin d'un modèle, sans encore savoir ce qui va le remplacer. Et c'est précisément dans cet entre-deux que certaines voix comptent plus que d'autres. C'est exactement pour ça que j'ai voulu t'inviter, Fabrice Gatti. Parce que tu as vécu la performance dans ce cas-là de plus extrême. La Formule 1, Renault F1, Red Bull Racing, un monde où la moindre erreur se compte en millièmes de seconde. Et c'est depuis ce monde-là que Fabrice a entrepris une remise en question radicale. Pourquoi certains environnements libèrent l'énergie humaine et d'autres l'épuisent ? Depuis 5 ans, il explore la motivation, la dynamique des collectifs, les organisations qui fonctionnent vraiment. Il en a tiré une méthode, Craft, et une critique d'un modèle dominant fondé sur le contrôle. Cette conversation parlera de haute performance, mais aussi de fragilité, de ce que la F1, entre autres, peut nous apprendre et de ce qu'elle peut nous faire désapprendre. De la manière dont les organisations orientent l'énergie humaine ou la brident, et de ce qu'il faudrait changer structurellement pour que le travail cesse d'être une mécanique de pression et redevienne un environnement d'action. Je suis Fouad Souak et bienvenue dans Nouveaux Récits. Tu vois, les nouveaux récits... On a besoin de l'écrire, on a besoin de le voir, on a besoin de l'entendre. Nouveaux récits, c'est vrai que Nouveaux Récits, ça m'en parle en plus. C'est important pour le chemin qu'on a à faire. Nouveaux Récits, c'est ce qui m'a plu à venir aussi. Ils sont nouveaux, ces récits. Bonjour Fabrice. Bonjour Fouad. Très bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça va très bien. Ça va très très bien. On va commencer tout de suite. On va rentrer dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit, tu as connu les paddocks, tu as connu la F1. C'est un socle important de ton expérience professionnelle. Tu as vu comment ça se passait, tu as vu comment les décisions se prenaient. Et s'il y a bien un lieu, un environnement où les secondes comptent, où les millièmes de secondes comptent, c'est bien celui de la course et de la F1. Et donc moi, déjà, avant de commencer, j'aimerais en fait que tu nous racontes un peu à quoi ressemble une journée pendant une course, du matin au brief jusqu'au soir, quand un peu les épaules peuvent retomber. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quand même plusieurs centaines de personnes sur le paddock, donc tu vas avoir aussi bien un mécanicien qu'un ingénieur, qu'une serveuse dans le motorhome, que des gens comme moi qui étaient sur la stratégie de marque avec des sponsors. Et en fait, tout est focalisé sur le résultat des voitures et des pilotes. Donc c'est comme si on était dans un tunnel en fait où rien ne compte et tout compte. C'est-à-dire que il y a que le bien-être du sportif qui est important. Donc, comment mettre le pilote dans les meilleures conditions, comment être sûr qu'on prend la bonne décision sur une pression de pneus, etc. Donc, ça va être ce qui est assez intéressant, moi, ce que j'ai trouvé par rapport justement à l'introduction que tu as faite sur environnement favorable ou défavorable par rapport à libérer les énergies humaines, c'est qu'en fait, c'est cette interaction, cette relation entre différents acteurs qui ont un rôle très fort sur la performance ou pas d'une voiture, qui fait que ça fonctionne ou pas. Donc il faut que j'ai confiance dans mon pilote, il faut que j'ai confiance dans l'ingénieur de piste, il faut que j'ai confiance dans le mécano, il faut que j'ai confiance dans le météorologue qui va me dire peut-être pleuvoir ou pas. Donc on est, si tu veux, dans un tunnel où tout est basé sur ce résultat final. Et puis de l'autre côté, en fait, il y a une incertitude qui est assez énorme,
Et c'est ça qui rend le sport beau. C'est pour ça qu'on regarde le sport. Si on connaissait le résultat avant, on irait faire autre chose. C'est qu'on ne sait pas comment vont se comporter les concurrents. On ne sait pas quelles sont les améliorations qui ont été faites. On ne sait pas s'il ne va pas y avoir un incident de course qui va faire que tout ce qu'on a prévu au départ, ça fait que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Et donc le matin, si tu veux, il y a beaucoup de tension, non pas de stress, mais de focalisation, de concentration sur qu'est-ce qu'on doit faire. Donc c'est très ritualisé. On arrive, on sait à quelle heure on arrive. Le brief avec les pilotes, il est à telle heure. Ensuite, il y a des obligations liées avec la FIA et la FOM. Donc au niveau de la presse, au niveau des radios, des télés, il y a plein de choses qui se passent. Et puis, tranquillement, en fait, à partir de 12h30, 1h, il y a d'autres compétitions. Et puis, ça se resserre tranquillement. Des gens à qui on demande gentiment de partir du paddock. Donc, on va dans les motorhomes. Et puis là, il n'y a que les équipes sportives qui restent. Et puis, elles savent ce qu'elles doivent faire. Et puis, il y a le décompte. Et puis, à partir de 14h, là, on est uniquement... concentré sur la pression, les derniers réglages. Et puis à 15h, c'est Start Your Engine. Et puis là c'est la course. Avec une équipe très resserrée qui va travailler sur les stratégies de course. Et puis ensuite, comme on dirait, Inch'Allah, parce qu'il y a un moment, tu vois, Charles Leclerc s'est fait sortir au premier virage, il n'y est pour rien. Sur le Grand Prix du Brésil, il y a des incidents de course qui font certaines choses, quoi. Ouais. Et puis ensuite, il y a le débrief qui est important tout de suite après la course, parce qu'il faut comprendre ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Et puis pour les pauvres, les pauvres qui sont sur tout ce qui est montage et démontage de stand, c'est une longue soirée qui commence parce qu'il faut tout démonter pour aller sur le Grand Prix d'après. Ouais. Voilà. Donc ce que tu viens de dire là, c'est qu'il n'y a strictement aucune place pour l'improvisation. Alors oui et non. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand je vais prendre une métaphore avec l'armée, tu as un plan de bataille, mais celui qui gagne, ça va être celui qui est en capacité d'observer en fait les signaux faibles du circuit, qui fait qu'à partir de ce moment-là, on n'est plus dans la planification, on n'est plus dans la rigidité, on est beaucoup plus sur l'observation des signaux faibles qui me permettent en fait d'épouser ce qui se passe dans le réel et donc de gagner. Et qui décide de s'adapter à ces signaux faibles? Alors c'est le grand problème. Je te le dis, c'est que avant il y avait une confiance très forte sur le pilote, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte le ressenti du pilote par rapport à ses pneus, par rapport j'arrive pas à le doubler, par rapport à plein de choses. Et c'est la paire ingénieur de piste et pilote qui décide. Sauf que de plus en plus, on a cette illusion du contrôle qui fait qu'on a tendance à dire oui, mais les algorithmes ont dit qu'il fallait que tu rentres au 12e, qu'il fallait que tu rentres au 17e. Et donc les écuries qui performent, qui gagnent, parce que comme tu le disais, des fois tu gagnes un championnat ou tu le perds à quelques dixièmes, sont les écuries qui laissent, en fait, qui comprennent que dans les moments en jeu, c'est l'humain qui fait la différence. Donc c'est important de planifier, c'est important de prévoir, c'est important de mettre plusieurs scénarios en place pour aussi te permettre d'avoir un cadre où tu te sens suffisamment en sécurité. Mais c'est le réel, en fait, qui décide. Et donc, il faut laisser de la place à la décision humaine. De moins en moins. De moins en moins, oui. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ce qui crée de la frustration et de l'énervement chez pas mal de pilotes en ce moment. Ouais. C'est, je comprends pas pourquoi vous m'avez dit de rentrer là. Ouais. Et les ingénieurs sont de plus en plus dans un paradoxe, parce qu'ils se disent, oui, mais on nous a... Enfin, le plan était que c'était au 15e. Donc, en fait, on perd ce qui fait l'intérêt aussi du métier, c'est de pouvoir intuiter. Ouais. J'observe quelque chose, j'intuite, je décide. Et là, en fait, c'est ce qu'on est en train de voir disparaître. Ouais. Et c'est assez dommage. Donc, au final, c'est la vraie star ou le vrai pilote, c'est l'ingé. Non, il y a non. Est-ce que on peut considérer en fait que tous les pilotes sont à peu près au même niveau technique de pilotage et que si on laissait l'ingé prendre absolument toutes les décisions, il y aurait des différences sur les pilotages ou sur le résultat final?
Oui et non. C'est-à-dire que moi, je le vois pas en termes d'individu, je le vois en termes de système. Ouais. Donc, c'est bien un système où un ingénieur de piste et un pilote sont en confiance totale l'un en l'autre qui fait que ça fonctionne. Donc, il n'y a pas la vraie star, c'est le pilote, etc. En termes de pilotage, moi qui travaille sur les talents depuis une dizaine d'années maintenant, ce dont je me suis aperçu, c'est que oui, techniquement, il y a un écart d'un dixième, de 2 dixièmes entre chaque pilote. Donc, c'est pas... ils se valent tous en termes techniques, même s'il y a de temps en temps un ovni. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la capacité qu'ils ont, à un moment donné, de gérer une situation avec plus ou moins de dextérité. Donc, il y en a un qui va à un moment se faire infecter par une émotion. On le voit en ce moment avec Piastri, qui était en tête du championnat. Première fois qu'il est en tête, on est à 5-6 Grands Prix de la fin. Il commence à faire des erreurs, alors qu'il n'a fait aucune erreur depuis le début. Donc, c'est ça que je trouve intéressant dans le sport. C'est pas de prendre des pratiques du sport pour les mettre dans l'organisation, parce que ça, j'y crois pas du tout. Parce que le point de départ est pas le même. Quand on est comptable, on est peut-être moins passionné par le métier ou la société pour laquelle on travaille que quand on est mécano F1. Donc, on peut pas tout transférer. Par contre, ce qui est intéressant dans le sport, que ce soit la F1 ou ailleurs, c'est qu'on voit immédiatement les résultats de décisions prises sur un temps très court. Donc, si tu me permets, je te prends un exemple. Je travaille pas mal sur ce qu'on appelle les jeux de pouvoir et les stratégies d'acteurs dans les entreprises, qui ont pour moi une conséquence dramatique en termes de performance économique et de souffrance au travail. Il y a 2 ans, après le décès de Dietrich Mateschitz, le fondateur de Red Bull, il y a une guerre en fait qui se déclare entre Helmut Marko, le conseiller spécial de Mateschitz, et Christian Horner, le patron de l'écurie. Au moment où la guerre se déclare, l'écurie a 4 dixièmes d'avance sur toutes les autres écuries. En 6 mois, l'écurie se retrouve 3 dixièmes derrière. Ouais. Donc, on voit qu'il y a des jeux de pouvoir, c'est-à-dire à partir du moment où on n'est plus tous ensemble orientés vers un but commun, mais que c'est les intérêts particuliers qui l'emportent, vont entraîner une baisse de performance immédiate. Ouais. Donc, c'est ça que je trouve intéressant. C'est dans le domaine du sport, c'est de voir que certaines pratiques sont favorables pour libérer les énergies humaines et ce que j'appelle les dynamiques de groupe, quand d'autres le contredisent. En fait. Alors même qu'en réalité, les rituels n'ont pas changé, que la technicité des personnes qui travaillent dans ce groupe n'ont pas changé non plus. Et qu'est-ce qui est à l'œuvre, hein? Du coup, tu as réussi à identifier ça? Certes, les jeux de pouvoir, mais qu'est-ce que ça vient modifier? En fait, le jeu de pouvoir vient modifier une chose assez importante, c'est que ça génère un climat d'insécurité. C'est-à-dire que j'ai besoin, surtout dans des domaines comme ça, de me sentir totalement en confiance, d'avoir le droit de faire des erreurs, de prendre mes responsabilités pour pouvoir produire le meilleur au niveau individuel et collectif. À partir du moment où je ne sais plus si lorsque je vais agir, l'un va me dire c'est bien, l'autre va me dire mais t'aurais pas dû, etc. On est en train de créer un système d'insécurité qu'on appelle psychologique, qui est totalement antinomique avec la notion de performance. J'ai créé un atelier F1 pour les dirigeants d'entreprise et les directeurs et managers, où je leur fais comprendre à travers Pierre Gasly, qui est chez Red Bull, qui est donc, je cite la presse, qui ne supporte pas la pression, qui est mauvais, qui n'a pas les épaules pour être un pilote de F1. Et puis 3 semaines après, dans une autre écurie, en fait, il est de nouveau un pilote avec une grande dextérité et qui résiste à la pression. Et c'est pour leur montrer, en fait, l'importance de 2 choses. Un, le contexte, à savoir est-ce que j'évolue dans un contexte d'entreprise, d'organisation, d'écurie, de club, capacitant ou incapacitant. C'est-à-dire qu'est-ce que finalement la culture d'entreprise, la mission que poursuit l'entreprise, les objectifs de l'entreprise me mettent en capacité de, ou au contraire, compliqué. Et puis l'influence du manager. Donc là, c'était 2 directeurs d'écurie qui se comportent d'une manière totalement différente avec Pierre Gasly, générant dans un cas de la frustration, de l'énervement et donc évidemment une perte de confiance et des mauvais résultats. Et puis de l'autre côté, avec Franz Tost, patron de Toro Rosso, à l'époque, quelqu'un qui est beaucoup plus sur
mettre l'autre dans les dispositions favorables pour qu'il puisse s'exprimer. Ouais. Et en fait, on voit la différence, mais en 3 semaines. Donc, Dans les 2 exemples que tu viens de citer, vient la question du leadership. oui. Elle Oui. est centrale, cette question-là. Alors oui, elle est centrale. Je fais une pause. Elle est centrale, mais elle est centrale dans la mesure où, pour moi, une organisation ne peut pas fonctionner sur un modèle plus complexe que celui de son dirigeant. Je m'explique. Si je pense qu'on ne peut pas faire confiance à un individu et qu'il faut le contrôler, alors je vais mettre en place, en tant que manager, un certain système. À l'inverse, si moi je pense que il faut faire confiance aux individus et que si on les met dans des bonnes dispositions, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes, alors je vais créer autre chose. Donc le leader a une importance capitale dans la mise en mouvement des individus et dans la confiance ou non-confiance qu'il va générer. Où je suis prudent pour éviter toute cette littérature du leader super-héros, sur laquelle moi je combats fortement, c'est qu'il ne faut pas oublier que le leader, peu importe que ce soit un professeur d'école, un médecin, un instituteur, un chef de service, un directeur d'écurie, il y a un contexte d'entreprise. Donc, si on ne prend pas en compte le contexte d'entreprise, alors on risque de mettre le leader dans un paradoxe. Puisque parfois, il n'a pas la capacité de pouvoir mettre en place ce qu'il aime à mettre en place, parce qu'il y a des injonctions paradoxales dans son entreprise. Tu vois ? Parce qu'il n'a pas nécessairement le pouvoir de changer les choses ou de prendre des décisions en faveur du changement. Exactement. Je fais une petite je reste sur une dimension sportive. Je parle dans le premier ouvrage, L'autruche et le curieux, du Paris Saint-Germain, au début de l'ère QSI. En fait, ils prennent des très bons entraîneurs, et notamment Carlo Ancelotti, qui est considéré quand même par certains comme un des plus grands, si ce n'est le meilleur entraîneur de l'histoire. En fait, Carlo Ancelotti ne se comporte pas différemment après quand il est au Real Madrid et qu'il gagne de nouveau. Simplement, il rentre en contradiction, sa méthode de management rentre en contradiction avec une culture d'entreprise beaucoup plus basée sur l'individu. C'est pour ça que c'est recrutement de stars, etc. Quelques années plus tard, en fait, c'est là où je trouve que le temps, maintenant on n'a plus de temps, mais malheureusement on peut tirer sur une plante, mais elle pousse pas plus vite. Au contraire, on la fragilise. On a besoin de temps pour l'excellence, on a besoin de temps pour la performance. On a laissé du temps, tu vois, à Luis Enrique. Donc c'est-à-dire qu'il y a une modification petit à petit de la culture d'entreprise qui dit, ok, on va donc donner les clés du camion, entre guillemets, à un responsable. Il est responsable de l'atteinte des objectifs, mais on va quand même lui laisser le temps d'y arriver. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette interdépendance entre le contexte, favorable, défavorable, capacitant ou incapacitant, le manager, est-ce qu'il va être beaucoup plus autonomisant ou contrôlant, c'est-à-dire dans sa manière de se comporter, qu'est-ce qu'il va générer auprès des équipes, et les acteurs du système. En fait, on est intelligent au niveau sociologique, c'est-à-dire qu'on s'adapte tout simplement à ce qu'on observe. Donc, si j'observe un manager où j'ai peur, je ne vais pas m'engager. Mais ce qui est intéressant, en fait, dans cet exemple avec le PSG, c'est que en réalité, on parle de ce leader ou de ce leadership sur le terrain, Ancelotti, et de cet entraîneur qui a gagné, Luis Enrique, parce qu'il avait un objectif, la Ligue des Champions. Mais au final, il y a aussi en fait un autre leader, celui, j'imagine, en fait, du président du PSG, confronté à l'échec, a dû prendre des décisions pour changer les choses et donc changer cette culture d'entreprise qu'il a probablement d'ailleurs lui-même et pour d'autres considérations, peut-être moins sportives que financières, installé dans son écurie et dans son équipe. Tu vois, donc dans quelle mesure les échecs ou être confronté à l'échec nécessite de réviser aussi là où on a envie d'aller. C'est là où, en fait, et donc, chacun... avant que tu apportes ta réponse, je vais retricoter
avec ton expérience et la F1, parce qu'effectivement, tu as peut-être nous l'expliquer rapidement, tu avais des responsabilités commerciales, 16 partenariats, licences. Et donc, il y a un indicateur fort qui ne change pas dans une course, c'est celle de gagner. Et pour gagner, il faut faire ses tours le plus rapidement possible et arriver en tête. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a un indicateur qui est le résultat de la course et qui traduit le travail de centaines de personnes dans une entreprise à des métiers extrêmement différents. Mais cet indicateur, il ne change pas. Malgré tout, toi, tu avais d'autres objectifs, des objectifs notamment financiers, de rentabilité, de produire du revenu. À partir de quel moment tu as pu voir que ces objectifs-là, donc de rentabilité ou de performance financière, se heurtaient aux objectifs sportifs, et donc de gagner des courses? Alors, ça, c'est une question moi, qui m'a vraiment animé, que Red Bull a accepté. Je fais une toute petite digression et je reviendrai à ce que tu disais sur le choc performance sportive, performance économique. En fait, dans l'industrie du sport, tout ce qui va être support, donc le merchandising, le sponsoring, le licensing, c'est directement lié aux résultats sportifs. Si tu es champion de France, champion du monde, tu vends n'importe quoi. Voilà. Si tu te traînes à la 15e place, personne ne va acheter tes trucs. Donc j'avais fait comprendre chez Red Bull qu'on pouvait faire plusieurs scénarios en fonction de la position au championnat, qu'on pouvait par contre agir sur des doubles productions pour éviter les stocks, donc favoriser en fait la rentabilité, mais me demander de faire toujours plus alors que je suis directement dépendant d'un résultat que je ne maîtrise pas, en fait c'est une illusion. Et Matteucci l'avait extrêmement bien compris. Chez Renault, c'était en fait assez intéressant. Pourquoi ? Parce que avant l'ergone, en fait, Renault c'est des tueurs. Quand je dis ça, c'est que ils arrivent avec le turbo dans les fin des années 70, tout le monde se fiche d'eux, et 4 ans après, tout le monde a un moteur turbo. Donc c'est-à-dire qu'ils révolutionnent l'industrie de la Formule 1. Ils devraient être champions du monde. BM l'est parce qu'ils trichent en mettant une mauvaise essence. Voilà. Ils reviennent en 92, ils mettent tout le monde d'accord avec un V10 et ils sont champions du monde 7 ans de suite. Que ce soit avec Williams ou avec Benetton. Donc ils montrent, si tu veux, une capacité à produire du résultat avec des ingénieurs à Viry qui sont excellents. Et puis ils décident de revenir en 2003 sous l'ère Schweitzer avec une écurie complète. Et ils sont champions du monde en 2005 et en 2006. Moi, je joins l'écurie début 2006, donc je suis champion je participe à ce titre avec Fernando Alonso. Et là, tout d'un coup, à ce moment-là, les choses sont très claires. La F1 est une vitrine. Donc, qui dit vitrine dit je dépense de l'argent. C'est comme on dépense de l'argent en budget pub, parce que je considère que le retour sur investissement va me permettre de vendre plus de voitures. Donc, ça n'empêche pas de faire attention, ça n'empêche pas de prendre des décisions sur les investissements qu'on fait ou pas, mais les choses sont claires. C'est un budget marketing, et puis c'est aussi une plateforme technologique. Donc c'est aussi un centre de recherche et de développement. Quand Ghosn arrive, je ne sais pas pourquoi je suis à l'atelier sur les Champs-Élysées à ce moment-là, on est 300 ou 400, et il dit la F1 doit être rentable. Donc à partir du moment où il dit ça, Renault n'est plus jamais champion du monde. Et Renault devient même ridicule. Tu vois, cette année, ils sont quand même derniers du championnat. Donc, c'est-à-dire que... Il n'y a plus d'innovation, déjà. C'est ça. C'est pas qu'il n'y a plus d'innovation, mais Est-ce que ça a cessé d'être moins, d'ailleurs, R&D ? Ou est-ce qu'on a dit, ce budget marketing est trop important, on le baisse parce que les effets sont pas suffisamment... le retour sur investissement n'est pas suffisamment important. Mais en fait, c'est encore une fois, c'est une histoire de... Quand Mercedes décide d'y aller, ils ont pendant 3 ans pas de succès, et puis après, ils sont 7 fois champions du monde. Après, ils prennent une direction, ça ne marche pas, ils licencient pas les individus. Ils gardent Toto Wolff, ils gardent l'équipe, et puis ils recréent, parce qu'ils considèrent qu'on a les bons individus. La Formule 1 nous permet d'avoir un positionnement qui est super, et de vendre plus de voitures.
quand tu dis « je veux le beurre, l'argent du beurre », et disait ma grand-mère, le cul de la crémière, tu crées un paradoxe auprès des équipes. C'est-à-dire qu'elles se disent « j'ai besoin d'investir, mais est-ce que j'ose investir ?» Et des fois, un décalage de 3 semaines, 1 mois, 6 semaines, en fait, fait que tu prends du retard. Donc, si je ne crois pas au projet, il vaut mieux arrêter le projet. Mais si je crois au projet, alors il faut tout faire pour soutenir, en fait, la performance. Et c'est la même chose que ce soit dans une PME, sur l'assemblage d'un escalier, que ce soit dans une entreprise du CAC 40. Il faut bien qu'il y ait un moment, une direction qui soit donnée et un soutien de l'équipe dirigeante pour arriver au résultat. Ouais. Sinon, en fait, ça crée beaucoup de perte d'énergie. Tu parlais de performance, et là, on est sur une perte d'énergie, puisque je dois me battre pour faire avancer les choses. Ouais. Donc, c'est pas possible. Et qu'est-ce qui, à la fin, te fait quitter la F1 ? J'y crois plus. Ouais. Donc, j'y crois plus dans un double sens. Ce que je t'ai dit sur Carlos Ghosn, je vois des choses différentes chez Red Bull, notamment les jeux de pouvoir dont je t'ai parlé, qui me fatiguent. En fait, parce que on a l'impression qu'on avance et on recule. Donc ça, c'est pour mes équipes, je trouve que c'est dur. Et puis la deuxième chose qui me fait quitter, c'est que je vois une transformation très forte de l'univers, avec vraiment un système néolibéral qui est en train de prendre le pouvoir totalement sur cette discipline et qui épuise les gens. Donc moi, quand j'y étais, il y avait 15 courses, on passe à 18, puis on passe à 24. Donc les gens n'ont plus jamais le temps, en fait, de se ressourcer, de se reposer. De se retrouver en famille. Et tout ça parce que plus d'argent. Donc, ne vous plaignez pas. Il faut qu'on fasse des grands prix en plus, etc. Et je me reconnais plus là-dedans, en fait. Ouais. Voilà. Ouais. Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est que la quête d'une organisation comme la FIA est différente que la quête attendue ou les objectifs attendus d'une écurie comme Ferrari, et que les objectifs d'une écurie comme Ferrari, c'est pas celle de Mercedes, et que celle de Mercedes, c'est pas celle de Red Bull, et que tout ça, ça renvoie en fait à des univers qui parfois peuvent en fait se percuter et avec des dommages collatéraux, notamment dans les équipes, et un désalignement total. Et on le voit aujourd'hui dans le football, où on se plaint depuis des années qu'il y a trop de matchs, et là on vient de créer le championnat du monde des clubs. Et tout d'un coup, tu vois, ça crée des tensions entre le Paris Saint-Germain et la Fédération française, parce que quand Dembélé va jouer, il se blesse, mais c'est de votre faute. Mais en fait, quand il joue au PSG, il se blesse aussi. Donc c'est qu'un moment, en fait, pour simplement des logiques uniquement financières, économiques, on a tendance à surcharger, en fait, ce qu'on demande aux individus. Et donc, ce qui est drôle, c'est que ça ne permet pas d'avoir ce que j'appelle de la performance. Donc, je me permets une digression sur la performance, c'est un mot que je défends et qui est galvaudé. Performance veut dire modeler à travers. Donc, les mots ont un sens. Et ce qui est drôle, c'est que les scientifiques des sciences dures, en fait, se permettent des choses avec les mots qui ne se permettraient pas avec les sciences dures. Donc, E égale MC2, on dirait pas E égale MC3. Non. Mais donc, performance, ça veut dire pair, à travers, percevoir, c'est voir à travers, perforer, c'est traverser. Et puis, formare, c'est modeler, développer. Donc, la performance, c'est la capacité de se développer à travers. Donc, la nature, si tu veux, est pour moi est une illustration de la performance. C'est qu'il y a un moment, il y a une sécheresse. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On se met en retrait. Et puis, à un moment, il y a un contexte favorable. Donc, on se redéveloppe. Et l'humain, en fait, on le traite plus mal qu'une machine. Donc, une machine, de temps en temps, on lui dit « repose-toi ». L'être humain, c'est pareil. C'est comme si on veut qu'il soit performant, qu'il se développe à travers, mais il faut bien lui laisser des moments de repos, des moments de formation, des moments où, au contraire, il faut qu'il aille pleine balle, tu vois. Et moi, c'est ce qui m'était arrivé chez Red Bull. C'est qu'à un moment, on a été les premiers à refaire le Grand Prix d'Autriche. Et on était 4-5 à avoir une responsabilité dans l'organisation du Grand Prix. Mais après le Grand Prix, en fait, je reçois une lettre du président qui dit « Maintenant, vous avez 3 semaines de vacances et je veux plus vous voir. » Ah ouais.
Et si tu veux, voilà, Ça s'est passé comme ça. ça s'est passé comme ça. Et quand tu vois ce que ça génère chez les individus en termes de fidélisation, parce que c'est pas manipulatoire du tout. Ouais. C'est je veux juste reconnaître la valeur du travail que tu as produit. Ouais. Tu vois. Donc on n'est pas du tout sur si tu fais bien ton boulot, je te récompense. Ouais. C'est bravo. Et voilà. Je voulais Ouais. juste te dire merci. Tu vois. Ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Je ressens une profonde gratitude. Et c'est au moment où je suis en train de me poser des questions. Donc, je lis un livre qui s'appelle Why We Do, What We Do de Deci et Flast sur la théorie de l'autodétermination, qui montre finalement qu'il y a beaucoup de bêtises qui ont été dites sur la manière qu'il faut traiter les individus pour les mettre en mouvement. Et en fait, je m'aperçois que cette lettre, ce que je reçois, c'est ce que je mets en place, moi, avec les 50 personnes que j'ai dans mon équipe. C'est-à-dire des choses assez simples, qui est de créer un cadre de collaboration où les gens savent ce qu'ils doivent faire, d'avoir une relation pacifiée avec eux et plutôt sympa, d'avoir des objectifs ambitieux auxquels ils vont pouvoir amener des idées, et puis sentir les faire progresser parce qu'ils se sentent efficaces dans ce qu'ils font et que donc ils ont envie de se lever le matin, quoi. Ouais. Et parce que j'aime bien travailler avec toi et parce que ce qu'on fait, ça a un intérêt, et puis que je peux aussi amener des idées, tu vois. C'est ce qu'on appelle les besoins fondamentaux de l'être humain. C'est l'autonomie, se sentir à l'origine de l'action, compétence, se sentir efficace dans ce qu'on fait, et donc ça stimule la curiosité et l'envie de progresser. Et puis la relation, c'est parce qu'on est quand même des êtres de lien et on a besoin d'appartenir à un groupe, de sentir qu'on partage certaines valeurs, de se sentir apprécié et puis d'aimer les autres. Donc dès que tu te retrouves dans un environnement en fait qui est contradictoire avec ces besoins-là, Ouais. tu te mets sur du défensif. Tu vois, c'est pour ça que les jeux de pouvoir, par exemple, sont vraiment les stratégies d'alliance qui se passent en ce moment au gouvernement, à l'Assemblée. C'est-à-dire que pour des raisons stratégiques, je peux mettre peut-être en danger l'avenir d'un pays. Ouais. Tu vois, ce que fait Trump aux États-Unis, c'est pareil. Ça te donne pas envie de te lever le matin. Ça te donne pas envie de t'engager et de faire les choses. Et moi, c'est pour ça qu'à un moment, j'ai dit je veux comprendre ce qui fait qu'on a envie de se lever le matin, ce qui fait qu'on va se développer, qui fait qu'on va avoir plutôt une tendance collaborative qu'une tendance nombriliste, égocentrique, défensive. Et j'ai fait 8 ans de recherche. C'est pas 5, c'est 8. Je suis parti en 2016 et je continue. Donc j'ai étudié la psychologie de la motivation. J'ai eu la chance de rencontrer François Dupuis, sociologue des organisations, qui m'a beaucoup aidé à observer une organisation de manière très factuelle. Et puis ensuite, c'est l'anthropologie. J'ai connu Yves Richer, qui est un anthropologue et un sémiologue sur la question des talents. J'ai étudié l'économie pour comprendre en fait ce qui se passait dans le contexte, la philosophie avec François Julien, avec Roland Gori. Et c'est tous ces gens-là qui m'ont nourri et qui m'ont permis de théoriser en fait ce que moi j'avais observé sur le terrain. Ouais. J'ai 2 questions. La première, parce que tu as évoqué le gouvernement, l'Assemblée nationale, on l'a vu là ces derniers mois, malheureusement des premiers ministres qui sautent, la difficulté de boucler des budgets. Ma question, elle n'est pas politique. Ma question, elle est qu'on a des partis politiques, des personnes à l'intérieur de ces partis, notamment des députés de droite, de gauche, d'extrême droite ou à la gauche de la gauche, qui bloquent le pays, en tout cas parce qu'on n'avance pas, qui sont dans des jeux de pouvoir, tu l'as évoqué, mais dont on peut considérer au final qu'ils défendent leur position, pas simplement parce que c'est un jeu politique ou un jeu de pouvoir, mais parce qu'ils y croient fondamentalement. Tu vois ? Parce que j'ai pas envie de croire, moi, que des personnes avec une tête bien faite décident de
participer à des prises de position qui vont à l'encontre du bien commun. Tu vois ? Comment peux-tu arriver à expliquer que dans le système dans lequel aujourd'hui on vit, des personnes aussi bien intentionnées arrivent malgré tout à une situation de blocage sans que, en France, on arrive, même en ayant des différences, des idées extrêmement différentes, sans que l'on arrive à se mettre autour d'une table à discuter pour faire avancer notre pays et répondre aux défis et aux enjeux auxquels on doit répondre, tout simplement. Ben, je fais un parallèle avec l'entreprise. Pour moi, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que à partir du moment où c'est l'intérêt particulier ou l'intérêt d'une idéologie qui l'emporte sur le bien commun, en fait, ça ne peut générer que du conflit. Donc, peut-être bien faite, je ne sais pas. Ah ouais. Non, c'est-à-dire que quand je dis je ne sais pas, je ne remets pas en cause leur capacité intellectuelle, mais par contre, le savoir n'est pas la connaissance. C'est-à-dire que le savoir, c'est quelque chose de théorique. On a décidé d'avoir des élites technocratiques en France, que ce soit au niveau de l'entreprise ou au niveau politique. Donc, plutôt des gestionnaires que des gens de conviction. Général de Gaulle était un homme de terrain. Léon Blum avait connu pas mal de sujets. Des gens comme Winston Churchill ou Nelson Mandela sont des gens du terrain aussi. Tu vois, Winston Churchill a fait 3 guerres quand même. Nelson Mandela a fait quand même 27 ans de prison et a lutté. Et c'est des gens pour moi qui ont de la connaissance. C'est-à-dire que ils ont une expérience du terrain qui leur permet de faire preuve de recul et de discernement. Et je trouve que ce qu'on avait il y a encore 20 ans ou 25 ans, où les gens étaient capables à un moment de s'arrêter dans la lutte d'idées en se disant, bon, on se met autour d'une table et on se dit, là, il faut quand même qu'on fasse certaines concessions, mais on avance pour le pays, ça a disparu. Donc moi, je rejoins beaucoup pas mal de penseurs sur le fait qu'il y a une déshumanisation et une décivilisation en ce moment. Je ne sais plus qui parle de ensauvagement du monde. Et je rejoins, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de récit national aujourd'hui, qui fait que, bon, bah, s'il n'y a plus de récit national, ben, chacun va défendre sa chapelle et sa paroi. Et dans l'entreprise, j'ai observé en fait la même chose, avec particulièrement dans les grandes entreprises, parce que c'est vraiment très différent entre les PME et les grandes entreprises. Dans les grandes entreprises, finalement, c'est l'intérêt de quelques-uns, mais non pas le... Je sais que tu es sensible à la notion sociale et sociétale d'une entreprise. Ce n'est pas le cas dans les sociétés du CAC 40, où il y a simplement l'intérêt de quelques-uns lié à vraiment cette pratique néolibérale qui a pris le pouvoir à partir des années 80. Ma seconde question, elle était liée au fait que tu passes de la fin du monde de la rapidité, de la vitesse, à celui de la recherche, c'est-à-dire du temps long et de la lenteur. Qu'est-ce que ça t'a fait ? Comment tu as réussi à t'adapter ? Est-ce que c'était quelque chose qui était ancré en toi, ou alors est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu as dû t'habituer ? Les deux. Parce que 8 ans d'enquête pour produire, c'est long. Les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a un côté, ça fait du bien. Retrouver un temps naturel, de prendre le temps de faire les choses. Et puis de l'autre côté, la peur du vide, en fait. La peur du vide, parce que la production doit être rapide. Et là, non, on a le temps. Et puis, je remercie ma femme, parce que c'est grâce à elle, à un moment, elle a repris la barre, et c'est elle qui a donné du revenu pour la famille, pour me permettre de faire ça. Ça. Mais j'ai un rapport particulier au temps. C'est-à-dire que je suis attiré par la fluidité. C'est pour ça que ça m'a amené à ces recherches sur comment permettre de créer un contexte qui favorise les dynamiques individuelles et collectives. Donc, je suis vraiment sur cette notion de dynamique. Et comme je viens du milieu du sport, je me suis aperçu des contextes qui permettaient vraiment ça, et sur le long terme, donc la performance à travers, et puis ceux qui ne le permettaient pas. Tu vois, je relisais un article de la nouvelle présidente de l'OL, Kang,
Et quand tu vois Textor, tu disais, mais il y a des gens, ils se remettent en cause avec les échecs ou pas. Textor ne peut pas se remettre en cause. Trump ne peut pas se remettre en cause. C'est-à-dire que c'est des gens, en fait, peu importe échec, pas échec, ils se remettent pas en cause, mais ils créent beaucoup de dégâts. Quelqu'un comme Textor, en 4 ans, a réussi à tuer pratiquement un club. Et quand elle dit, bah non, j'ai un rôle de président, mon rôle, il est là, donc je définis quelque chose de très clair vis-à-vis des gens. Et ensuite, je les laisse faire. Je définis un cas, je définis une direction, puis après, je les laisse faire. Puis moi, je me concentre sur ce que je sais faire. Je ne vais pas aller faire la feuille de match. Alors que Textor était capable de dire, il faut mettre un tel ou un tel, parce qu'ils ont des meilleures statistiques. Donc on est, tu vois, encore une fois, on revient sur cette notion de statistique, de planification, d'illusion du contrôle. Il y a eu un film formidable qui s'appelle Le Stratège, hein, tu sais, avec Brad Pitt, où il a mis les statistiques au cœur de sa stratégie pour identifier les joueurs et les postes auxquels il devait jouer. C'était pas les meilleurs, c'était pas les plus glamour, c'était pas les... Au final, grâce aux statistiques, c'était la leçon du film. Il a réussi à composer une équipe, à faire jouer le collectif et à diminuer la part de l'individu, en tout cas de l'individu providentiel dans son équipe. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que Le Stratège, c'est un film que je montre sur le talent extra-personnel. Ah oui? Extra-personnel, c'est le talent de la ruse. C'est-à-dire que celui qui est capable de retourner une situation à son avantage avec des solutions non conventionnelles. Et il est typiquement cette personne qui se retrouve dans un contexte hyper défavorable, qui n'a pas d'argent, et donc tout d'un coup, qu'est-ce que je peux faire pour créer une équipe correcte? Et donc il retourne une situation. Et après, tu as raison, les statistiques sont devenues maintenant quelque chose de très utilisé dans le recrutement, voilà. Sauf qu'il y a une différence entre utiliser la statistique et faire que la statistique remplace le discernement humain. Et là, en ce moment, on est vraiment dans une tendance où c'est la statistique qui décide de tout. Et c'est dangereux, tu vois, je voyais sur le rugby la dernière fois, il y avait Ramos qui tirait une pénalité, et puis il a 83% de chance de la réussir, avant qu'il le... En fait, c'est terrible parce que si moi je suis spectateur lambda et puis qu'il la rate, je fais mais qu'il est nul celui-là. Mais je ne prends pas en compte le contexte. C'est peut-être ma première pénalité, le terrain est peut-être mouillé, je rencontre la Nouvelle-Zélande. On ne sait pas ce qu'il joue. Donc en fait, la statistique, le chiffre s'enferme sur lui-même. Il ne dit rien d'autre que lui-même. Donc il faut le prendre que pour ça et pas pour autre chose. Et le problème des organisations, c'est que à trop vouloir en fait contrôler, elles s'affaiblissent puisque elles pilotent à travers des chiffres abstraits au lieu d'aller observer le réel. Et c'est l'observation du réel qui permet de vraiment faire la différence, puisqu'elle cherche toute soi-disant le profit. Donc Matéchit, c'est parce qu'il a été capable d'observer qu'il y avait peut-être un nouveau marché à travers une boisson énergisante. Walt Disney s'est aperçu que le monde du divertissement était plat, et donc il est allé proposer quelque chose de nouveau. Steve Jobs, c'est intéressant, il a dit en fait le téléphone, ce n'est plus un téléphone, c'est un accessoire de la personne. Donc c'est bien cette capacité d'observation du réel, de détection des signaux faibles qui me permettent de choisir, de décider et donc de prendre avantage sur. Mais ce que tu dis là, c'est passionnant parce que à la fois sur la façon dont ça change le réel et à la fois où les statistiques sont à l'origine même de la modification de ce réel. Oui. Pour reprendre l'exemple du sport en NBA, dans le basket en NBA, il s'est avéré que club universitaire ou de Ligue B d'ailleurs avait employé une nouvelle stratégie qui consistait à tirer davantage à 3 points. Parce que le rapport entre le taux de réussite à mi-distance et à 3 points était évidemment défavorable aux 3 points, et que comme il y a le point supplémentaire bonus aux 3 points, au final, c'était plus intéressant. Et donc, il forçait les joueurs en fait, à shooter à 3 points. Et on a vu à quel point aujourd'hui, ça avait complètement modifié les strates de la Grande Ligue. Et ça a complètement modifié le jeu, le basket. On ne joue plus en fait au basket, on joue à shooter à 3 points. Et on voit des intérieurs comme même Wembanyama qui shoot à 3 points.
Et alors que tout ça est parti d'une statistique et d'une nouvelle stratégie de jeu qui a profondément modifié ce sport. Et c'est ça que je trouve intéressant dans ce que tu dis là, c'est la capacité d'essayer de transformer le réel. C'est-à-dire que on part d'une idée. Un des exemples typiques, c'est Friedman, prix Nobel d'économie, qui parle de la théorie du ruissellement. Donc tout d'un coup, en fait, il a une idée, c'est un concept. C'est le problème du concept, c'est qu'on part d'une idée et qu'ensuite on va démontrer sa véracité, non pas sa réalité, à travers des études statistiques, à travers des enquêtes. Et ça devient en fait la référence. Et comme c'est la référence, alors ça ne se questionne plus. Ça rentre dans l'inconscient collectif, et ce qui rentre dans l'inconscient collectif, en fait, ne se questionne plus. Et si ça ne se questionne plus, on ne peut plus produire de la pensée. Et non, on ne peut plus remettre en cause. Et moi, c'est mon point de départ sur le sujet de la motivation, si tu veux. Justement, c'est la question que j'allais te poser. C'était quoi ton concept avant que tu commences tes 8 années de recherche, pour que tout le monde comprenne bien? Alors, j'ai pas de concept. Je suis allé sur la théorie. Ouais. Je m'explique. Le concept est déductif, c'est ce que je t'ai dit, c'est une idée, puis je vais prouver que j'ai raison. Ouais. La théorie est inductive. Donc Darwin, Einstein, c'est une théorie. J'observe un oiseau, j'observe le même oiseau 50 km plus loin, il a le bec courbé, l'autre il a le bec droit. Tiens, qu'est-ce que je peux poser comme hypothèse? Donc moi, en fait, j'ai mis en place quelque chose chez Red Bull. J'avais eu des contextes très favorables chez Renault, parce que j'avais un patron qui était un rusé, qui nous protégeait de Carlos Ghosn. Et puis avant, j'ai connu des contextes défavorables. Ma première expérience professionnelle, je vomis le matin et le soir quand même. Donc, tu vois, c'est assez violent. Et en fait, en partant de tout ça, je me dis, on va aller remonter. Donc, je pars du terrain. Je vois cette théorie de l'autodétermination. Je commence à me renseigner. Je m'aperçois que c'est quand même plus de 50 ans de recherche au niveau mondial sur les sujets de la santé, de l'éducation, de la famille, du travail. C'est jamais remis en cause, et donc je remonte. Et là, je prends appui. Tu vois, c'est comme si je suis une paroi de montagne, en fait. Et je me dis, tiens, là, ça, je peux le corréler avec mon expérience et ce que j'ai mis en place. Est-ce que donc, c'est une hypothèse plausible ou pas? Oui, mais la théorie accepte sa biodégradabilité. Tu vois, quand le concept, lui, va vouloir avoir raison. Donc, il va tordre le réel. Tordre le réel, transformer le réel. Et donc, c'est comme ça que je fais. Donc, et puis je fais ça. Puis après, je te dis, en rencontrant François Dupuis, je m'aperçois de cette notion, en fait, comment on observe une organisation, comment on met à disposition d'une organisation, en fait, une enquête où on va aller interroger les salariés sur ce qui se joue. Ce qui se joue, c'est la culture d'entreprise, les pratiques managériales, les pratiques organisationnelles, ce qui fait que ça fonctionne pas. Et puis on met ça à disposition. Et ensuite, l'enjeu n'est pas de dire on a raison, faut changer. C'est où est-ce que vous voulez aller, en quoi ce que vous avez mis en place est favorable, en quoi certaines pratiques sont défavorables, et qu'est-ce qu'on peut corriger. Et donc, je fais passer ça, moi, au tamis des besoins fondamentaux. Donc, est-ce que ce que vous mettez met les gens en situation de confort ou pas? Et donc, est-ce qu'il faut aller former votre management? Est-ce qu'il faut changer certaines pratiques? Est-ce que, au contraire, là... vous pouvez pas changer parce que vous avez un contexte qui est trop compliqué, mais peut-être dans 2-3 ans. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment d'aller observer le terrain et puis de le corréler, comme je te disais, à certaines théories. Donc, l'anthropologie avec les sujets des facultés naturelles et des talents, la sociologie des organisations avec Dupuis et Crozier, et puis la théorie de l'autodétermination. Voilà. Et puis après, mon expérience, moi, où je me suis aperçu ce qui fonctionnait ou pas, quoi. Ouais. Je suis plus Ferguson, 27 ans, 35 titres, que Mourinho, qui tous les 4 ans en fait s'en va et a des titres, mais casse les clubs dans lesquels il est passé. Et donc, tu es l'auteur de 2 livres, Oui. L'autruche et le curieux et SOS Travail sous tension. Tu as développé une méthodologie, Craft. Et donc, pour celles et ceux qui ne t'ont pas lu, je suis sûr qu'ils ne sont pas nombreux, est-ce que tu pourrais nous expliquer, en une phrase ou 2, le concept pour chacune des lettres? Alors, avant chacune des lettres, il y a 3 préconditions. La première, c'est de sortir de la pensée logique et binaire. Donc, c'est accepter ce que je te disais. Ben oui, mais c'est d'accepter l'incertitude.
Je voyais Porsche l'année dernière, ils ont fait 1 milliard de bénéfices au 3e trimestre. Cette année, ils font 1 milliard de pertes. Ouais. En un an, c'est pas les produits qui sont devenus mauvais ou les gens qui bossent plus. Il y a bien une part d'incertain. Là, c'est la Chine qui tousse et les États-Unis qui mettent des droits de douane qui fait que tout d'un coup, ça impacte. Donc, c'est sortir de cette pensée logique de la toujours plus de croissance pour accepter la réalité qui est cyclique et qui n'est pas linéaire. 2, c'est une vision positive de la nature humaine. Si je mets l'individu dans une bonne condition, il a plutôt tendance à se développer, à bien faire son boulot, que dire comment je peux foirer ma journée le matin en se levant. Voilà. Et 3, c'est avant de proposer des solutions, un chirurgien n'opère pas un patient sans un diagnostic complet. Donc aujourd'hui, les organisations disent on n'a pas le temps, donc elles mettent en place le dernier concept à la mode, tu vois, puis elles empilent, ou elles font du saupoudrage managérial, sans comprendre en fait ce qui se passe. Donc il faut avoir une connaissance approfondie de ce qui se passe dans mon organisation pour comprendre qu'il faut que je change. Et une fois qu'on a fait ça, là we craft, donc c'est C pour compétences, c'est-à-dire est-ce que les individus qui sont dans mon organisation se sentent suffisamment efficaces dans l'action qu'on leur demande de mener, oui ou non. Si c'est non, si c'est à moitié, il y a des moyens pour augmenter ce sentiment de compétence. Si je me sens pas compétent aujourd'hui pour te parler, je vais bégayer, je vais peut-être même pas venir. Donc je vais trouver toutes les stratégies où je vais vraiment avoir une expérience désagréable. Donc c'est ma croyance en ma capacité de produire quelque chose. Non, ça, ce sentiment de compétence ou d'incompétence. Ouais. C'est pas la compétence réelle, hein, mais le jour où Federer dit j'arriverai plus à battre Nadal sur terre battue, il ne le voit plus. Il n'a plus la croyance en. Donc ça, c'est hyper important et ça se travaille notamment avec formation feedback, les montées en compétences parfois techniques sur certains sujets, etc. Je me sens compétent pour le C. R, c'est la relation. Donc on est tous des êtres de lien et on a tous une histoire personnelle avec des valeurs. Et donc, est-ce que je crée, moi, dans mon organisation, un contexte qui favorise en fait la relation entre les individus? Donc le sujet du télétravail, je travaille dessus, tu vois, parce que c'est assez intéressant sur l'isolement de l'individu. Versus, oui, mais c'est vachement plus agréable parce que j'ai pas les bouchons, parce que je peux m'organiser comme je veux, etc. Donc, mais ce n'est jamais questionné en fait. Qu'est-ce qu'on perd? C'est quoi l'effet induit d'une décision qu'on prend? Donc le R, c'est de favoriser les moments formels et les moments informels, permettant aux gens de plus se connaître. J'ai beaucoup d'ateliers là-dessus où les gens au début ils sont un peu et puis au bout de 40 minutes ils disent ah non encore parce que je connaissais pas, je savais pas que Jean-Claude il faisait ça et puis que Corinne elle était comme ça, etc. Donc on se connaît en tant qu'individu et on s'apprécie. C'est parce que je te connais que finalement je peux peut-être te demander un peu plus ou que tu peux me demander un peu plus et que je vais dire oui. Et favoriser la solidarité. Mais il est fondamental en fait ce R. Il est fondamental, d'autant plus qu'on est dans un milieu où le travail est peu intéressant. Quand tu es en F1, quand tu es dans un milieu qui te passionne, finalement, tu arrives à compenser. Mais quand tu es, comme 90% des individus, dans un job plus alimentaire, j'ai quand même des gens qui m'ont dit « je vais au boulot pour les copines ». C'est dans l'Autruche et le Curieux, j'avais eu ça dans un entretien sociologique. Et oui, bien sûr. Parce qu'on se sent aimé, parce qu'on va parler de notre week-end, parce que ça n'empêche pas de travailler. Hein. Mais on a ce besoin de relation. Et puis 3, c'est le besoin d'autonomie, qui est considéré par la théorie de l'autodétermination comme le besoin le plus important. C'est de se sentir à l'origine de notre action. Or, tout a été organisé depuis le 19e siècle pour te contrôler. On a mis, comme dit François Dupuis, l'individu sous la tutelle de la règle et du process. Donc, on ne peut pas lui demander de l'engagement, on peut lui demander que de l'obéissance et de la passivité. Or, aujourd'hui, on dit il faut que vous engagiez, il faut que vous réalisiez, il faut que vous preniez des responsabilités, mais le contexte est défavorable. Donc, l'autonomie, c'est comment je fais pour permettre à un individu d'amener des idées sur le sujet qui le concerne. Je ne suis pas du tout dans tout ce qui va être esprit collaboratif en permanence. T'es patron d'entreprise, c'est peut-être ton rôle de décider de la vision de l'entreprise. Par contre, pour améliorer l'atelier, pour améliorer le taux de rotation dans les avions, c'est peut-être bien d'aller voir les gens qui sont sur le terrain. Et en plus, ils vont se sentir hyper fiers de participer à ça. Tu vois, donc ça, c'est RA, c'est les besoins fondamentaux. Si tu as un management qui est capable de créer ce cadre de sécurité psychologique qui nourrit ces trucs-là,
ces 3 besoins fondamentaux, alors il va naturellement avoir envie de s'engager dans une action. Donc on n'est pas dans la bienveillance, on est vraiment dans qu'est-ce que je mets en place pour favoriser la mise en mouvement de l'individu et du groupe. Ouais. Le F, c'est, j'allais dire F au carré, c'est la finalité, c'est-à-dire que le chiffre n'a pas le pouvoir de mobiliser les énergies humaines. Donc quand Bayrou a dit qu'il faut trouver 4 milliards, personne ne s'est levé. Ouais. Quand Mandela a dit nation arc-en-ciel, tiens, il y a eu... c'est un peu plus évocateur, toi qui travailles sur les récits, je pense que ça te parle. Donc, après quelle finalité je cours? C'est pas forcément quelque chose de grandiose, hein. C'est pas forcément quelque chose d'écologique, c'est pas... Mais voilà, par exemple, Coco Chanel, libérer la femme. Bon, la finalité, donc... Mais ça vient me donner si j'y crois, ça va me donner envie d'y aller. Et puis, quelque chose qui est assez peu travaillé, c'est le frame, c'est le cadre de collaboration. Donc, c'est quelque chose qui est assez peu pratiqué et pourtant qui est essentiel sur la performance et la pérennité d'une organisation et la fidélité des salariés. C'est quelles règles je mets en place dans mon organisation, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et surtout, donc, je sanctionne ce qui n'est pas respecté. Donc, si le mot respect devient une valeur cardinale de ton entreprise, moi je le travaille sur des comportements observables, alors si finalement le responsable commercial a tendance de temps en temps à toucher les fesses de l'assistante, il faut pas dire c'est pas grave. Et c'est ce que j'entends. Il y a des gens qui disent oui mais je peux pas le virer parce que c'est mon meilleur vendeur. Mais en fait vous fixez un cadre de collaboration, vous fixez des règles du jeu, mais finalement Gérard il a le droit de prendre le ballon avec les mains au milieu de terrain, mais on lui dit rien. Mais Corinne, si elle le fait, elle va se faire disputer. Et donc, moi, je travaille énormément sur ce cadre de collaboration, et notamment sur 4 comportements du manager qui sont essentiels pour créer la confiance. Donc, la prévisibilité, c'est de se comporter de manière assez similaire, en fait, en fonction des individus du lundi au mardi. Si quelqu'un est imprévisible, on a peur. Parce qu'on ne sait pas s'il va nous disputer, s'il va nous féliciter, s'il va nous donner des informations, s'il ne va pas nous en donner. Mais il y a beaucoup de choses qui jouent derrière. Pas le temps forcément d'en parler, mais la notion de pouvoir. Si j'ai l'information, j'ai du pouvoir sur toi. Donc, moi, j'observe beaucoup ça dans les organisations. L'exemplarité. Donc, il faut quand même que tu aies un comportement qui soit en cohérence avec ton discours. Sinon, les salariés n'y croient pas. Ils vont s'adapter. La responsabilité, donc là je me base beaucoup sur le sport, notamment des gens du monde du rugby et du monde du foot comme Ferguson, qui disent votre rôle est de fixer un cadre de collaboration et de faire tout pour que les individus participent au projet. Mais si quelqu'un remet en cause votre légitimité, si quelqu'un va à l'encontre du projet, vous n'avez pas le choix, vous coupez la corde. Et je trouve que cette notion de responsabilité, en fait, c'est une notion qui disparaît petit à petit dans l'entreprise. Aussi bien parce que c'est difficile pour un manager de sanctionner, mais il n'est pas forcément toujours accompagné par l'organisation. Donc, des fois, le DRH vont dire « oui, mais t'es sûr ?» Les juristes vont dire « oh là là, est-ce qu'on peut faire ?» Donc, il n'y a pas une exigence collective d'aller respecter certaines règles. Donc, la notion de frame, elle est essentielle parce que c'est ce qui va donner une observation aux acteurs du système s'ils peuvent faire confiance au système ou pas. Et puis le T, c'est talent, que je travaille d'une manière assez disruptive. C'est que l'homme n'a pas de talent, il en produit. C'est-à-dire qu'on a observé, pas moi, moi j'ai observé 200-300 personnes, mais on a observé 12 000 personnes dans le monde, et toute personne déploie des facultés naturelles, toutes, qui sont diverses. Donc, c'est les travaux de l'anthropologue et sémiologue Yves Richer. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une faculté naturelle a besoin de rencontrer une configuration favorable pour produire quelque chose. Donc, si toi, tu as une faculté naturelle d'observer les micro-expressions sur le visage de quelqu'un, si je ne te permets pas d'être en relation d'interaction, tu ne peux pas l'utiliser. Hein. Exactement. Donc voilà. C'est ça le CRAFT, et c'est d'aider les organisations à progresser sur certaines ou au moins de voir, puisqu'il y a ça, puisque j'ai ces pratiques-là, alors ça, c'est bloqué. Je m'en contente ou pas, parce que j'ai pas envie de changer à ce moment-là. Ouais. Tu vois. Est-ce que c'est une méthodologie managériale que tu intègres au sein des organisations? Oui. Ok. Oui.
Donc un chef d'entreprise d'une PME va venir te voir, probablement parce qu'il est conscient de problèmes RH ou d'engagement, ce que l'on vient d'évoquer, en disant j'ai lu tes bouquins, j'ai été sensible à cette question-là. Est-ce que ça s'applique? Est-ce que ça ne s'applique pas? Dans quelles conditions d'ailleurs ça peut s'appliquer? De quelles conditions ça peut ne pas s'appliquer? J'ai plutôt l'impression en fait que c'est plutôt quelque chose vers lequel qu'il faut généraliser et vers lequel en fait il faut tendre. Et sur cet exemple du chef d'entreprise qui te contacte pour analyser tout ça, tu l'opposes. Et je pense que c'est aussi un des postulats importants dont tu parles souvent, c'est un système qui est dominé par ce que tu désignes comme les 4 C et qu'on va citer capitaliste, comportementaliste, contrôlant et commandant. Je reprends mon chef d'entreprise qui fait appel à toi. On va un peu auditer tout ça. Mais toi, comment peux-tu nous présenter cela? Comment, dans une journée, tu arrives à identifier ces 4 C au sein de l'entreprise pour ensuite aller passer du 4 C au craft? Alors, par quoi ça se traduit? Quand tu fais un diagnostic sociologique, tu vas pas besoin de questionner beaucoup de personnes. Hein. Moi, j'interviens aussi bien pour fédération sportive, club de foot, que société du CAC 40 ou PME. Tu fais un diagnostic. Donc, tu vas interviewer les gens. Et puis, là, tu as des récurrences qui arrivent. Tu sens des choses qui sont en train de monter. Tu vois où se situent les nœuds, tu vois où se situent les jeux de pouvoir, tu vois ce qu'on pense du dirigeant, ce qu'on pense de tel manager, etc. Donc, ça te permet de faire une cartographie, en fait, de ce qui se passe. Tu t'en aperçois à travers uniquement des entretiens ou alors tu es un peu en immersion et immersion et entretien, mais observation. Donc, observation, oui. Moi, je préfère faire ça que des questionnaires. Quand je fais des questionnaires, il y a forcément une phase aussi d'interview et les questionnaires ont forcément, chaque question a un cadre pour des remarques ou des exemples. Je fais très peu confiance aux chiffres. Je mets 6 partout, comme ça on m'embête pas. Non, mais ça peut être vicié. Par contre, quand les gens écrivent, en fait, ils viennent donner des exemples, des remarques. Ça, c'est intéressant. Des objectifs. Et donc, une fois qu'on a ça, ce qui est intéressant, c'est simplement de montrer aux dirigeants, parce qu'il faut protéger le dirigeant. C'est-à-dire que, ce que je disais, c'est un système ne peut pas fonctionner sur un modèle plus complexe que la pensée de son dirigeant. Donc, j'ai eu ça une fois dans une entreprise de 2000 personnes. Le dirigeant a trouvé ça très intéressant. Il m'a demandé d'approfondir. Et une fois qu'on lui a proposé le plan d'action, il a préféré donner de l'argent à chaque salarié à la fin d'année pour ne pas lancer la transformation. Donc, il a préféré dépenser plus d'argent que d'y aller parce que, il le disait lui-même, je n'ai pas la maturité, j'ai peur en fait. J'ai peur de faire confiance à l'autre. Donc, je ne peux pas y aller. Tu vois ? Mais par contre, ce qui est bien, c'est que ça y est. Et puis, petit à petit, il y a des choses qui peuvent évoluer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans après. Par contre, si le dirigeant, lui, il est moteur, alors là, ça permet de basculer très, très vite. Très, très vite parce que, tu vois, là, je travaille avec un grand groupe français. On fait remonter toutes les injonctions paradoxales du terrain. Donc, c'est-à-dire qu'on travaille avec les directeurs de région. Et les directeurs de région viennent dire, vous voulez qu'on fasse ça, mais aujourd'hui, ça nous empêche de le faire. Et en fait, c'est ce dialogue qu'on a restauré entre une direction générale et des directions de région qui permet de lever certains freins et donc de redonner du pouvoir, parce que c'est le thème aussi de l'épisode, de redonner du pouvoir aux équipes. Et de redonner du pouvoir aux équipes, pas simplement au niveau individuel, mais beaucoup plus en termes organisationnels. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que ça le bloque et comment on peut le promouvoir? Donc voilà, tu travailles là-dessus. Et puis ensuite, des fois, il y a besoin de formation. Des fois, ils se sont trompés en termes de manager. Ça, c'est un des grands sujets sur lesquels je me bats. C'est qu'aujourd'hui, le management n'est pas considéré comme un métier, mais comme une récompense. Donc, tu as des bons résultats, donc je te mets manager. Mais le fait d'avoir des bons résultats commerciaux ou d'être un bon chef de projet technique, c'est
pas garanti que tu vas bien fonctionner. Ou alors à l'ancienneté. Mm. Je travaille beaucoup aussi pour les organisations publiques, tu vois, et on s'aperçoit qu'il y a ça qui joue. Et en fait, les gens sont bloqués dans ce système-là, et donc ils ont mis parfois en place des gens qui sont pas faits pour ça. Donc ça génère beaucoup de souffrance pour les équipes, mais ça souvent génère beaucoup de souffrance pour eux, parce qu'ils sont pas forcément intéressés, ils ont peu d'appétence pour l'humain. Et ce que je dis souvent, c'est que une entreprise qui met en position de responsabilité des gens qui ont peu d'appétence pour l'humain, en fait, font une erreur stratégique. Et c'est là où, petit à petit, en remettant du dialogue entre la direction générale et les équipes, tu commences à desserrer ce qui se passe. Et puis, en fait, non, moi, j'ai envie d'être expert technique. OK, qui est-ce qui pourrait prendre ce rôle de manager? Et puis, tu vas aller former l'équipe de management pour tout d'un coup avoir une culture managériale commune avec un peu plus de prévisibilité, un peu plus d'exemplarité, ce que je te disais. Et petit à petit, ensuite, tu évalues. On ne mesure pas, on évalue. Est-ce que votre sentiment de compétence monte? Est-ce que vous sentez que vous pouvez amener un peu plus d'idées? Comment est-ce que la relation est pacifiée? Et donc, c'est des choses, situées uniquement dans le contrôle, dans la mesure et dans du tableau abstrait, en fait, ça marche pas. Ouais. Là, c'est vraiment l'observation du terrain qui va te montrer, oui, est-ce qu'on a une amélioration de l'ambiance? Est-ce qu'on a un raccourcissement des délais pour traiter les problèmes? Est-ce que on a finalement un taux de rotation des équipes qui est moins important, un absentéisme qui chute, tu vois? Mais on est aussi beaucoup sur du ressenti. Ouais. Je me sens mieux qu'avant, tout simplement. J'ai une question et une remarque. La première question, c'est justement, en fait, comment on fait pour que un manager qui se met à ruser, donc souvent pour au bénéfice de l'organisation ou du service dans lequel il travaille et qu'il dirige, ce manager qui ruse aussi pour protéger ses collaborateurs du manager ou du chef d'entreprise ou du patron d'organisation qu'il a au-dessus de lui, comment on arrive à faire en sorte qu'il arrête de ruser pour que enfin il ait véritablement le pouvoir d'agir. Ça, c'est la première question. La seconde question, la remarque, il y a sur Arte un documentaire sur l'université. Et il s'avère que l'université qui a été prise en témoin et qui a été documentée, c'était l'université de Rennes et de Rennes 2 dans le département Histoire de l'art. Il me semble que c'était ça. Et donc, on suivait ce département à travers ses enseignants, et notamment, en fait, ces 2 directeurs de département qui en avaient marre, qui ne voulaient plus avoir la charge de la direction de ce département-là. Et on s'apercevait que personne parmi les enseignants ne voulait devenir directeur du département, alors que spontanément, on est maître de conférence ou professeur des universités. On se dit que dans une université aussi grande et prestigieuse que l'université de Rennes 2, tout le monde voudrait l'être, mais que les difficultés de l'organisation dans laquelle on travaille sont si grandes et l'impuissance d'un directeur de département est si grande, que personne ne veut le devenir. Donc, comment on fait pour que finalement ces responsabilités-là deviennent presque désirables aux yeux de ceux qui veulent pas manager? Alors, tu vois, c'est là où on s'écarte l'un de l'autre. Ouais. C'est que toi, tu dis auprès de ceux qui ne veulent pas manager. Je réponds à ta deuxième avant la première. Il y a bien quelque chose qui se passe dans le contexte qui fait que personne ne veut la prendre, cette direction. Ouais, absolument. Donc, c'est soit on dit oh là là, ils veulent pas manager, ils ne veulent pas bosser dans l'absolu, et dans les circonstances. Sauf que, est-ce que l'université de Rennes est allée vraiment observer ce qui se passe dans son organisation, c'est-à-dire avoir ce qu'on appelle une connaissance élaborée de la situation pour se dire qu'est-ce que je change pour rendre de nouveau ce poste désirable? Parce que sur 10 personnes, tu vas peut-être en avoir 5 qui ne sont pas intéressées par des responsabilités administratives, parce qu'elles veulent plutôt faire de la recherche, c'est ça qui les intéresse, il faut l'accepter. Mais tu auras toujours des gens qui vont avoir envie peut-être de fédérer sur un nouveau projet, d'y aller. Donc si personne ne veut y aller, ça montre qu'il y a un problème au niveau organisationnel. Donc si l'université ne veut pas aller observer ça, en fait, ils vont tout simplement refaire le problème. Ouais. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a certes l'organisation, et après on remonte
d'un niveau, c'est celui du système, celui d'une université à bout de souffle, qui n'offre comme budget à un département comme celui-là que la possibilité d'acheter un crayon par élève pendant un an. Donc on n'en est plus finalement au président d'une université qui sera en mesure d'améliorer les conditions d'exercice de ses enseignants. Donc, je ne peux pas en vouloir au directeur qui refuse d'être directeur du département. C'est-à-dire que vous ne me donnez pas, tu vois, encore une fois, le cadre de collaboration, vous ne me donnez pas les moyens de bien faire ma mission. Donc, moi, je considère au contraire que c'est même de la lucidité. Parce que pourquoi j'irais me mettre peut-être en stress, en danger, etc., alors que finalement, les dés sont pipés dès le départ. Et la deuxième, par rapport à la ruse, si j'ai compris ta question, tu disais c'est quelqu'un qui ruse. Moi, je regarde simplement qu'est-ce que ça produit. Est-ce que la manière dont il se comporte, en fait, produit le résultat souhaité? Si c'est ça, pourquoi le faire changer? Donc moi, en tant que patron d'organisation, je dois définir ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas. Mais si j'aligne les individus comme des boîtes de petits pois, je ne peux pas les demander de l'engagement et de la performance. En fait, c'est ça, moi, qui me gêne. C'est que si on a un système qui est le système actuel, uniquement basé sur le contrôle des individus, sur les KPI, sur les chiffres, et qu'on dit il faut prendre des responsabilités, il faut performer, en fait, c'est pas possible. On revient à ce qu'on disait sur la F1. Il faut bien que c'est le mécano qui décide comment il fait. C'est l'ingénieur de piste qui discute avec son pilote. Si tu dis je te demande de respecter à la lettre et de dérouler le plan tel qu'il est prévu, en fait, tu fais preuve d'une rigidité qui fait que je ne suis plus autonome. Je ne peux plus amener d'idées. Donc, mon sentiment de compétence y baisse, donc ça n'avance pas. Donc, c'est plutôt qu'est-ce que j'octroie à mes équipes en leur donnant l'autonomie qui fait qu'on va atteindre le résultat. Et puis, il y a des choses, par contre, là, tu ruses, mais il ne faut pas que tu ruses parce que, en fait, ça devient néfaste par rapport au projet. Mais il y a peut-être des gens qui vont plus ruser, trouver des solutions non conventionnelles, mais ça va fonctionner. D'autres qui vont être plus dans le respect du process. C'est juste cette alchimie entre les gens. C'est ce qui fait qu'une équipe de foot ou de rugby ou de basket, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Tu vois, on s'est aperçu aux États-Unis que mettre 3 stars dans une équipe, ça marche pas. À part en 92 sur la Dream Team, parce que l'écart était tellement grand que. Donc c'est encore une fois, on en revient à ça. C'est qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que ça génère, et donc l'individu est intelligent, il s'adapte. Donc je refuse de prendre ta responsabilité au département de Rennes, ou au contraire, tu me donnes envie. Plus bel exemple que j'ai, c'est la Coupe du Monde de 2010 en foot. Pourquoi? Comment tu expliques que des individus grève, censés être motivés quand même, passionnés par ce qu'ils font, participant à la plus belle compétition de leur vie, soient capables de mettre en l'air un projet en faisant grève dans un bus? Et c'est là qu'on voit que c'est pas le salaire, que c'est pas le prestige qui suffisent à motiver les individus. Il y a autre chose qui se joue. Donc qu'est-ce qu'a raté Domenech? Qu'est-ce qu'a raté la fédération dans le choix des individus, dans le fait de fédérer, dans le fait de définir ce qui était acceptable, pas acceptable. C'est pour ça que le sport me donne des exemples. C'est juste, voyez, vous faites ça, ça produit ça. Quand on est dans une société industrielle type Renault, Safran, où ça prend des années pour développer un projet, ça se voit moins, mais ça n'empêche pas que ça peut générer beaucoup de souffrance, que ça peut enlever beaucoup de performance en fait. Donc moi c'est ça que j'essaye de voir. Ce qu'on peut essayer aussi d'observer, c'est les managers certes, mais évidemment les personnes qui travaillent au sein de ces organisations, et notamment les jeunes générations qu'on aime bien pointer du doigt, et dont on dit en fait que très naturellement ils n'aiment pas ou ils ne veulent plus travailler. C'est quoi ton opinion sur cette assertion un peu étonnante? Est-ce que ça tient, ça? Alors, scientifiquement, ça tient pas. C'est-à-dire qu'on est tous à peu près d'accord pour dire que le concept des générations n'a aucun fondement scientifique. Donc ça fait vendre beaucoup de livres, ça fait pas mal de formations. Néanmoins, il est évident que le comportement des baby-boomers n'est pas le même que ma génération et qui n'est pas le même des nouvelles générations. C'est-à-dire que le rapport qu'on a au travail a changé. Mais il faut sortir de l'identité. C'est pas le jeune qui veut pas bosser et puis le vieux qui est pas adaptable et puis
toi qui es individualiste parce que tu as vu le film Wall Street d'Oliver Stone. C'est le système qui envoie des signaux très forts, d'accord ? Et donc, j'observe ce qui se passe dans le système et je décide d'adhérer ou pas. Donc, pour un jeune, aujourd'hui, il lui faut 80 ans pour doubler son niveau de vie. Quand moi, il me fallait 15 ans. Donc, l'emphase réelle de la promesse de si tu bosses, tu vas gagner plein de sous et te réaliser, en fait, elle n'existe pas. Donc, moi, je considère au contraire qu'ils sont très intelligents. C'est-à-dire que vous avez changé les règles du jeu. Ça s'est passé dans les années 80. Rupture du contrat social avec l'idéologie néolibérale, qui n'a plus un en-face avec le communisme. Donc, il peut se déployer, mais alors, comme il veut. Donc, l'individu devient simplement un objet d'ajustement en fonction du chiffre. Donc, tu vois, la valeur travail est remplacée par la valeur capital. C'est pas le travail qui est intéressant, c'est le capital. C'est le profit. Donc, je mets en place un système qui contrôle avec des KPI où on est uniquement sur les chiffres. Donc, ma génération, elle a vécu avec la promesse, puis ça a à peu près tenu, mais la génération d'après, elle a tous vu un cousin, un frère, un oncle se faire licencier au niveau économique, une dégradation des conditions de travail avec une déshumanisation, tu vois, des objectifs individualisés de plus en plus importants, des injonctions paradoxales de partout. Et donc, à un moment, ils disent, mais attendez... pourquoi j'irais ? Donc, tu vois, c'est tout ce phénomène du quiet quitting qu'on voit. Pour moi, c'est des phénomènes de protection. Et moi qui travaille quand même beaucoup avec les jeunes, qui étaient pas mal avec les jeunes il y a une dizaine d'années quand j'étais chez Red Bull, soit des Japonais, des Turcs, des Italiens, je n'ai vu aucune différence. Ouais. Aucune. Ouais. Mais vraiment. À partir du moment où je sens que mon chef me fait confiance, à partir du moment où il me donne une mission... où je vais pouvoir y aller, en fait, ça fonctionne. Ouais. La seule chose pour moi qui est différente, c'est la notion de patience. C'est-à-dire que il y a un rapport au temps et un rapport au résultat dans les générations actuelles. C'est l'immédiateté, mais ça vient du système. Hein. Ouais. On a il y a une accélération au niveau économique, technologique, communicationnel, et il y a moins d'exigences. Voilà, sauf que pour être un bon pianiste, qu'on ait 60 ans ou 12 ans, c'est le même temps qu'il faut. Pour être un bon joueur de rugby, de tennis, c'est pareil. Mais ça change et c'est compliqué à gérer pour des managers. Et moi, je trouve qu'il faut laisser l'entreprise dans son rôle. Elle n'a pas un rôle de psy, elle n'a pas un rôle d'école. Ouais. Elle doit mettre en collaboration des individus pour produire du résultat. Donc au final, est-ce que c'est justement en fait ce sentiment de manque de maîtrise, d'absence de contrôle, de paradigme qui change, que tu l'as évoqué d'ailleurs en fait avec les réseaux sociaux, avec l'IA, avec les nouvelles technologies, avec ces règles qui changent, où finalement on a et des liens et un dialogue qui se rompt et des personnes qui ne savent plus échanger, discuter. On a une injonction paradoxale à se réaliser. Donc, c'est-à-dire qu'on était avant des individus à l'intérieur d'un monde, donc on devait respecter des règles sociales, et on faisait récit commun. Et aujourd'hui, en fait, il y a une injonction à faire que le monde tourne autour de toi. Donc, à partir du moment où j'ai l'illusion de penser que ma petite personne, elle est supérieure à l'environnement, j'accepte pas que l'environnement vienne me dire mais là ça va pas, là, tu produis pas. Donc je pense qu'il y a c'est mon sujet en ce moment, je passe de l'organisation à la société. Je pense qu'en fait tout système naît, grandit à un niveau de maturité, puis ensuite décline et meurt. Tu vois, c'était le cas de la religion, par exemple, la religion chrétienne qui a dominé le monde occidental pendant très longtemps. Tout d'un coup, il y a eu la science qui est venue fissurer finalement cette hégémonie religieuse. Là, on a un système néolibéral qui a pris le pouvoir dans les années 80, et pour moi, qui a atteint son apogée fin des années 90, et là qui décline et qui prend n'importe quelle mesure pour survivre. On le voit bien, on sait bien que la croissance infinie dans un monde fini, c'est pas possible. Mais tu vois, des gens comme Trump, des gens comme Musk continuent d'aller là-dedans, parce qu'après moi, le déluge.
Mais c'est là où je trouve que c'est un terreau fertile pour reféconder. Moi, je travaille sur la refécondation des organisations, ressourcer l'individu. Et en discutant avec pas mal de gens, et notamment des jeunes, en fait, on s'aperçoit que la morosité, beaucoup plus, c'est les générations de notre âge, tu vois, les 50 ans. Et puis après, que chez les jeunes, parce que les jeunes, ils ont intégré qu'on ne pouvait plus aller aussi loin qu'avant. Il y a ce problème de superficialité avec les réseaux sociaux, etc. Mais je trouve que on peut recréer quelque chose vraiment, mais uniquement si on sort du système néolibéral. Ouais. Sinon, il faut arrêter de nous bassiner avec l'écologie. C'est-à-dire qu'il y a un principe directeur, c'est l'économie. On crame tout, et puis ce sera la fin d'un monde, et puis on verra ce qui se passe. Mais tu vois, les COP qui se succèdent, c'est l'exemple typique. Ça s'agite, donc on parle beaucoup, mais il n'y a aucune action. Tu vois, il y a aucune action. Mais je suis assez d'accord, et on travaille, et on réfléchit, et on discute, et on échange, et on débat sur ces sujets dans Nouveau Récit depuis le premier épisode, avec ces nécessités en fait de repositionner notre quête ultime et la manière dont on peut aussi échanger, commercer. Mais malgré tout, en fait, à la fin du mois, c'est vrai que à la fin du mois, on paie pas les gens avec de nouveaux arbres qu'on va planter dans son jardin. On va quand même payer les gens. Et c'est le système néolibéral dont tu parles, et le système en fait commerçant et organisé depuis si longtemps qu'il est difficile évidemment d'en sortir, mais on paie sa fin du mois avec des euros ou des dollars ou des yens sonnant et trébuchant. Donc comment réussir en fait à sortir de là, ou alors à garder en fait le maître étalon de la monnaie, et de placer le climat ou l'écologie ou l'environnement comme quête ultime. Tu vois, moi, je prends... en fait, je reviens sur ta notion d'illusion. À un moment, on a inventé un système qui est le système néolibéral. Donc, il faut faire du profit à court terme. Je savais que j'allais me casser les dents sur certains dirigeants. Donc, je suis allé étudier les cours de bourse, puisque vous dites qu'il faut que ce soit rentable, on va y aller. Donc, moi, j'ai travaillé sur la performance, comme tu le disais au début avec la Formule 1. On ne peut pas être médiocre, en fait. Si tu prends Carlos Ghosn, lorsque il prend la tête de Renault en 2007, c'est dans le livre, hein, c'est pour ça que je n'ai pas de souci à en parler, l'action vaut 70 €. Il met en place les pratiques très... actuelle de pressurer le fournisseur, et donc l'action monte à 120. C'est-à-dire que dans ce système où l'actionnaire, en fait, le but, c'est pas le bien commun, c'est pas la pérennité de la société, c'est de donner de l'argent à l'actionnaire. Ok, donc l'action monte à 120. Et puis, quand Ghosn part, l'action est à 40, 10 ans après, 12 ans après. Et puis, 8 mois après son départ, elle est à 16. 16. Donc, elle est préemptable par n'importe quel concurrent automobile. Quand tu prends Tavares, c'est exactement la même courbe. Donc, ce que je dis, moi, je dis pas qu'il faut mettre l'écologie, etc. C'est pas un sujet qui me concerne. Je dis qu'il y a une illusion de penser que le profit à court terme est ce qui permet à l'entreprise de se développer. C'est pas vrai. Donc, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils sont très, très bons en rhétorique. Mais la réalité, si on prend que les chiffres, puisqu'ils ne se basent que là-dessus, c'est que l'action passe de 70 à 16. D'accord ? 8 mois après son départ, elle est à 16. Quand tu prends Patagonia, c'est une société qui produit, c'est une société qui fait des bénéfices, c'est une société qui paye, et les gens ne sont pas là pour rire, ils ne sont pas là pour papillonner. Donc je ne voudrais pas qu'on pense que ce que je dis, moi, c'est permettre aux gens de faire ce qu'ils veulent. Non. Mais si on a besoin d'air pour respirer, on ne vit pas pour respirer. Donc on a besoin d'argent pour investir, pour faire de l'innovation, pour payer des salaires, mais pas forcément pour donner 1000 milliards à Musk. C'est-à-dire qu'il y a une inflation, si tu veux, du renforcement des inégalités qui n'est pas favorable même pour ce système-là. Tu vois, à l'époque de Michelin, dans les années 60, il gagnait 20 fois plus qu'un salarié. Personne ne trouvait rien à dire. Aujourd'hui, quand tu voyais que Tavares pouvait gagner jusqu'à 65 millions et qu'un ouvrier gagne 1500,
On n'est plus du tout dans les mêmes rapports. Pour ça que je dis simplement, c'est ce système néolibéral, en fait, qui est aujourd'hui crée beaucoup plus de méfaits que de bienfaits. Ouais. Et donc, retourner sur une mission un peu plus sociale de l'entreprise, qui reste avec des bénéfices. Tu vois, la Maïf, ils essaient de travailler là-dessus. La société à mission, les Bicorp aux États-Unis, mais même dans le monde. Enfin, il y a des initiatives qui créent. On s'aperçoit finalement que ces entreprises-là ne disparaissent pas au bout de 5 ans ou 10 ans. Ouais. Donc, c'est intéressant parce qu'on reste dans une société profitable. On n'est pas... tu vois, puis moi, j'ai étudié le communisme. Il est mort parce qu'il était amotivé. C'est-à-dire que les gens ne voyaient plus de lien entre le comportement et le résultat à atteindre. Donc voilà, tout système est fait pour évoluer, quoi. Ouais. Mais justement, en fait, ce système, il n'évolue pas. Ce qui est terrible, je suis aligné avec ce que tu viens de dire. En réalité, le pognon, c'est pas le problème. C'est pas tant, en fait, qu'on ait trouvé un moyen d'échange sur lequel à peu près tout le monde soit d'accord. C'est que, d'abord, les écarts sont trop importants, que ces écarts ne sont pas justifiés et que la rémunération, finalement, est décorrélée du travail. Oui. Et alors, on arrive, en fait, à parler un peu de l'actualité, et notamment de la taxe Zuckman, qui est une taxe sur les très, très, très hauts patrimoines et très riches. Et on n'arrive même pas à légiférer là-dessus. On n'arrive même pas, en fait, à imposer des règles qui consistent à dire, si on n'arrive pas à réduire les écarts, en fait, on va peut-être essayer de les taxer. Alors même qu'il faudrait probablement aller plus loin. C'est-à-dire, est-ce qu'il est justifié, on prend l'exemple de Ghosn ou de Tavares, d'avoir des rémunérations si décorrélées de l'impact environnemental réel, social et même financier. Parce que tu as évoqué en fait les cours de bourse. Voilà. Pourquoi aujourd'hui, selon toi, on n'arrive pas à prendre de telles décisions alors qu'on sait que c'est un système qui est à bout de souffle et qui va droit dans le mur? Alors, il y a 2 livres, moi, qui m'ont ouvert les yeux, mais surtout Brève histoire du néolibéralisme de David Harvey. C'est un géographe et qui montre tout simplement que à partir du moment où tu as des puissants qui se mettent ensemble pour diffuser une idéologie dans le monde, alors cette idéologie devient la règle. Ce que dit Harvey, c'est que le seul but du néolibéralisme, c'est de renforcer les inégalités. D'accord ? Que ce soit au niveau d'une entreprise ou au niveau d'un État. Donc les États-Unis sont typiquement le pays qui est allé préempter les ressources au Chili, en Irak, partout où ils sont passés. Donc c'est une tique sur le dos du monde qui, en fait, s'enrichit par dépossession. Donc le néolibéralisme, c'est pas contre les États-Unis, ce que je dis. C'est le néolibéralisme ne fonctionne que par dépossession. Donc en ce moment, il y a un renforcement des inégalités avec donc les classes moyennes qui sont en train de disparaître, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, en France, etc. Quand tu dis on sait le système est à bout, non, puisque aujourd'hui c'est l'économie le principe directeur du monde. Ce n'est pas la politique. Avant il y avait un équilibre. Tu vois, au temps de Keynes, la politique venait réguler l'économie venait aussi challenger la politique, mais il y avait donc quelque chose. Là on est sur l'étape pour moi ultime, c'est la fusion de l'économie et du politique. Trump, tu vois, qui est un industriel en fait. Un homme de la finance, en fait, devient le président de la première puissance mondiale. Donc, en fait, c'est ton point de vue, c'est mon point de vue qu'il faut changer. Mais le système, avec ceux qui dirigent, n'a pas envie de changer. Il y est toujours. Mais est-ce que en 1785, on pensait qu'on n'aurait plus de royauté? Ouais. Tu vois, et moi, j'ai étudié le racisme aux États-Unis et la cause des Noirs. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant pour moi parce que en 1865, on prend une loi quand même qui interdit l'esclavagisme. Le système n'est pas mature. Ça engendre dans les États du Sud la ségrégation.
Et puis, avec la Première et la Deuxième Guerre mondiale, les Noirs sont dans les tranchées en Première Guerre mondiale, ils font la guerre avec les Blancs, tu vois, sur le sol européen, et quand ils rentrent, ils disent « Eh oh, on devrait quand même avoir les mêmes droits ». Donc là, truc qui se passe. Et puis, il y a une succession de phénomènes avec Rosa Parks, qui fait que tout d'un coup, la défense des villes du Nord sur les côtes, qui commence à dire c'est pas possible, en fait, il faut arrêter. Et donc tout ça s'agrège et fait que tout d'un coup, ça devient mature pour que la lutte, notamment menée par Luther King, aboutisse au Civil Act Right en 1964. Et c'est là, moi, où je dis, en fait, on a des signaux qui nous montrent que le changement devient possible. Mais c'est normal qu'un système en place fasse tout pour survivre. Mais ce dont on parlait sur les bicorps, sur les sociétés à mission, sur des échanges un peu plus locaux, ça montre qu'il y a des choses qui sont en train d'émerger. Je suis pas magicien, je sais pas ce qui va en ressortir, mais voilà, il y a un nouveau système qui est en train d'émerger que je trouve assez intéressant à regarder, parce que l'autre il fait beaucoup de mal. Puis on va plus pouvoir y aller longtemps, en fait. Ouais. On a vu que le tourisme, notamment aux États-Unis et à New York, avait fortement chuté à cause de Trump. On voit bien les dégâts effectivement qu'il produit. On arrive là au bout de notre heure 30. C'est passé vite. Je n'ai absolument pas réussi à tenir mon conducteur et à te poser toutes les questions en fait que j'avais envie de te poser. Mais franchement, c'était passionnant. Je veux juste en fait qu'on prolonge un peu cette question plus philosophique, plus macro. On s'éloigne un peu en fait de cette question. Je vais quand même en poser deux. La première, qui est liée en fait à notre thématique, tout de même, c'est en quoi le contrôle final peut détruire la performance. Ça, c'est un sujet important qui va nous guider jusqu'à la fin. Mais j'aimerais tout de même en fait rebondir sur ce que l'on évoque ici sur le changement du système et qui lead le système, économie ou politique. C'est exactement les questions qui me passionnent. Mais quand on voit aujourd'hui en France, on prend une Clémence Guettet, on prend un Sébastien Lecornu, on prend je sais pas, même un Édouard Philippe. C'est pas des gens en fait qui baignent dans le fric, c'est pas des millionnaires ou des multimillionnaires. Bien qu'on ait vu que au gouvernement, au gouvernement Macron, on n'a jamais eu autant de millionnaires. On entend de plus en plus des petites voix dans les médias qui nous disent nous devrions aujourd'hui avoir un président de la République chef d'entreprise, pourquoi pas d'ailleurs chef d'entreprise du CAC 40, pour gérer un pays comme on gère une entreprise et aller chercher la rentabilité. Et donc là, on parle justement en fait de notre question en fait sur le contrôle, la performance, la rentabilité. Est-ce qu'on a besoin d'être rentable quand on doit être performant? C'est toutes les questions de la F1 qu'on a évoquées en début de cet entretien. Donc, comment peut-on expliquer que des personnes qui ne sont pas directement intéressées par les très grandes fortunes, malgré tout, tentent de favoriser un système qui favorise les très grandes fortunes, et puis après, cette question en fait du contrôle et de la performance. Je pense qu'elles n'ont pas le pouvoir. Ouais. Donc, à partir du moment où elles n'ont pas le pouvoir, en fait, elles peuvent s'agiter, mais leur pouvoir d'action est pratiquement inexistant. Deux, je suis pas sûr, même je suis sûr du contraire, que cette logique néolibérale en fait soit rentable, puisque n'oublions pas que le pays le plus endetté du monde, c'est quand même les États-Unis. Donc en fait, c'est pas une idéologie de la croissance, c'est une idéologie de la dépossession. Donc la rhétorique est belle, celui qui travaille va gagner plus d'argent, si je veux, je peux, il faut être rentable. Sauf que je considère, moi, que le rôle d'un État, c'est d'être social. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est de pouvoir que tout le monde puisse avoir se faire soigner ou aller à l'école. Voilà. Donc je dois avoir des piliers, en fait, qui font
un récit commun dans lequel j'ai envie de m'inscrire. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Tu me disais que ton épouse était dans l'hôpital. On voit, en fait, ce dont je me suis aperçu, c'est que le système néolibéral a attaqué chaque champ de la société. Donc, il a commencé par l'entreprise, ensuite il est allé dans le sport, et maintenant il est à l'hôpital parce qu'il a vu qu'il pouvait faire beaucoup d'argent. Et ça génère énormément de souffrance auprès du personnel soignant, auprès du personnel administratif, qui ne retrouvent plus aucun sens dans ce qu'elles font. C'est pareil dans l'éducation, c'est pareil dans la justice. Le rôle de la justice n'est pas d'être rentable. Ça, c'est encore une fois, je pars d'une idée, il faut que la rentabilité soit partout. Non, surtout quand on voit ce qu'elle génère, puisqu'en fait, elle fait marcher la planche à billets, mais elle renforce en fait les dettes de tous les pays. Donc en fait, ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Tu vois. Donc, mais malgré notre volonté de tordre l'oreille, il finit toujours par revenir. Donc il y a un moment, en fait, il va revenir plutôt fort. Sur le contrôle, en fait, c'est ce que je dis depuis le début, et que ce que j'ai vécu, c'est que quand on a essayé de contrôler mon comportement, quand on m'a obligé à, alors je n'ai pas été performant, dans le sens, je n'ai pas été excellent, c'est-à-dire que je n'ai fait le minimum pour, tu vois. C'est vraiment un discours d'adulte à adulte que j'ai eu avec de nombreux salariés, notamment des gens que j'ai pris qui étaient soi-disant pas bons. En fait, c'est tout simplement, voilà où je veux aller, j'aimerais bien que tu montes dans le train, je te mets un contrat entre les mains, en fait. Est-ce que ça te dit de participer au projet? Mes attentes, c'est ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu peux amener? Qu'est-ce que tu peux faire? Et à partir de ce moment-là, en fait, ça favorise la mise en mouvement, ça favorise la motivation autonome qui favorise la performance. Donc, soit je veux contrôler l'individu, je mets en place des normes, des KPI, des règles, et j'obtiens de l'obéissance, j'obtiens de la passivité. Soit alors je dis, non, l'homme est plutôt naturellement curieux, donc je vais créer un contexte ambitieux qui va lui donner envie d'y aller. Et là, je peux attendre de l'engagement, de la performance, des choses comme ça. Et on le voit, toutes les entreprises, toutes les organisations, tous les clubs de sport, toutes les universités qui fonctionnent sont celles qui donnent envie à l'autre d'y aller. Et on a tous, pour ceux qui seraient sceptiques, un cas dans notre histoire au niveau de l'école où tout d'un coup ce professeur nous donnait envie d'aimer l'anglais ou l'histoire, et l'autre nous a fait détester le français, les maths ou la philo. Voilà, donc moi c'est ça. L'être humain naturellement a envie de se développer. Donc il faut lui mettre la condition favorable à ça. Et c'est pas le cas aujourd'hui. Merci beaucoup Fabrice. Merci Fouad. C'était vraiment passionnant. Merci. Deux, trois petites choses avant de laisser les auditeurs. Moi, j'invite à écouter les auditeurs déjà le dernier épisode de Nouveau Récit avec Marianne Guyader, la dirigeante de Croix et Nature, avec qui en fait on a évoqué la question de savoir comment on fait pour véritablement ancrer une entreprise dans un territoire et comment ça bénéficie justement en fait pas simplement à l'entreprise elle-même, mais aux pêcheurs, aux habitants, aux infrastructures, à la mairie, à la manière dont on peut aussi servir évidemment les projets. Donc on voit le bénéfice en fait de ces entreprises dans une île bordée d'eau. Donc on peut y voir les bénéfices de manière beaucoup plus importante en fait que sur le continent. Ça me fait penser en fait également à un autre épisode avec Antoine Basquira qui était le fondateur et le dirigeant d'une boîte qui s'appelle Early Metrics. Je t'invite à l'écouter, c'était très intéressant. Ça, c'était une boîte qui notait les startups pour favoriser les partenariats, notamment avec les grands groupes. Mais ce qui était étonnant, c'est que les notations, l'évaluation se faisait évidemment en fait sur des indicateurs financiers de gestion et pas tant en fait sur la motivation ou l'énergie humaine, des choses plus difficiles à évaluer. Absolument. Nouveau Récit, c'est produit par Précis, une boutique narrative et d'influence que j'ai fondée et que je dirige. À la régie, on a Blanche Rabuteau que tu as rencontrée. L'ingé son, c'est Antoine Basquira, on le remercie. On remercie aussi Sylvie Collet qui nous a
permis de nous rencontrer et qui a été à la manœuvre pour organiser cet enregistrement-là. Je la remercie évidemment. Si les auditeurs veulent nous donner des exemples, partager leurs réflexions, nous proposer des invités, ils peuvent nous écrire à bonjour@precy.co, PRECY.co. Et puis on leur dit bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir Fabrice. Au revoir Fouad, merci. Tu vois, les nouveaux récits. On a besoin de l'écrire, on a besoin de le voir, on a besoin de l'entendre. Nouveau récit, C'est vrai que le nouveau récit, on en parle de plus en plus. c'est important.